Ces dernières semaines, une intelligence artificielle a fait beaucoup parler. ChatGPT, créé par une entreprise américaine, OpenAI, dont Elon Musk fait partie des fondateurs. Il s'agit d'un site internet sur lequel tout le monde peut se connecter. Vous pouvez poser une question sur tout et n'importe quoi et vous allez avoir une réponse longue et détaillée en moins de 30 secondes. Ça a l'air d'être écrit par un humain, mais en fait, pas du tout. C'est écrit par une intelligence artificielle. On a remarqué que ChatGPT pouvait écrire sur un nombre large de sujets, des articles ou encore des poèmes. Bon, on a aussi remarqué qu'elle pouvait dire des choses fausses et qu'elle est donc perfectible. ChatGPT a donc éveillé la fascination, mais aussi les inquiétudes sur les dangers de l'intelligence artificielle. ChatGPT peut formuler des réponses détaillées à des questions sur un large éventail de sujets. Est-ce une simple évolution technologique ou une véritable révolution anthropologique? C'est avant tout une évolution technologique qui s'inscrit dans une histoire, celle qui vise à instaurer des rapports toujours plus fluides, toujours plus naturels entre les systèmes techniques et nous-mêmes. Dimension qui a été à l'œuvre avec des systèmes techniques différents, des procédés techniques différents, au tournant des années 2010, des Siri et ensuite les enceintes connectées, qui visait à effacer la distance entre les propositions commerciales et le consommateur. On a beaucoup évoqué le fait que des systèmes puissent écrire des textes, dont la qualité semble encore balbutiante, mais qui relève d'une certaine efficacité. Ça a occulté le fait principal. Le fait principal, c'est que des systèmes de plus en plus vont nous parler. Mais vont nous parler, à la différence de vous et de moi-même qui disons à peu près tout et n'importe quoi. Ces systèmes ont toujours une idée derrière la tête. Et donc nous vivons le moment de l'histoire de l'humanité où des systèmes nous parlent, mais pas pour entretenir une sorte de dialogue anodin avec nous, mais en vue d'opérer une pression sur notre décision humaine. Par exemple, là où je suis, l'état du trafic, est-ce que le système peut m'encourager à prendre comme itinéraire plutôt que tel autre itinéraire? Donc cette puissance d'expertise, elle est appelée toujours plus à nous signaler la bonne action à entreprendre. Cela, j'ai presque envie de dire, c'est la fin du marketing, c'est-à-dire que de plus en plus, un lien direct va s'opérer entre des systèmes où des systèmes nous parleront d'une voix avenante, avec des accents paraissant humains et une sorte de familiarité, de rapports toujours plus naturels vont s'instaurer entre des systèmes qui visent à, faut dire les choses très simplement, à ne générer que des profits et nous-mêmes qui de plus en plus seront soumis à ces paroles toujours plus omniscientes. Pourtant, ChatGPT n'est pas Google ou Siri. Il ne prend pas ses textes sur Internet et donc ne connaît entre guillemets rien. Ces systèmes se nourrissent de corpus existants, aussi bien dans des bases de données ou sur Internet. Ils sont, comme on dit de façon anthropomorphique, entraînés, comme des humains seraient entraînés à apprendre des règles du langage. Mais à chaque fois qu'on leur pose des questions ou qu'on leur demande de rédiger quelque chose, ils ne font que répondre à des schémas logiques antérieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force d'inventivité. Qu'est-ce que c'est la force d'inventivité? C'est et ce qui est le propre de l'humain, de nous inscrire dans l'invariabilité du réel, comme disait Bergson, c'est-à-dire de répondre en fonction de règles grammaticales, mais à l'intérieur d'un rapport au présent qui déborde toujours toute schématisation logique et mathématique, ce que ne font pas les systèmes. Donc c'est une langue utilitariste, mais avec lequel on suppose qu'il est naturel, que c'est un langage humain. Quelque chose de très retorse, presque de pervers, et qui fait que plus ces systèmes vont nous parler, plus nous allons croire, nous illusionner qu'il s'agit de systèmes dotés d'un pouvoir équivalent de langage au nôtre, et plus nous allons nous en remettre à des systèmes qui de plus en plus vont nous défaire de cette capacité proprement humaine à parler en première personne. Dans la pluralité, il s'agit aussi d'une rupture juridico-politique, c'est-à-dire qui parle en société? Est-ce que c'est vous, c'est moi, c'est nous tous dans la pluralité et la contradiction et qui arrivons à divers niveaux de la société à des accords? Ou est-ce que c'est des systèmes qui nous parlent et qui nous prodiguent continuellement leurs bonnes paroles? Et l'intention principale, je le dis, je le redis, on ne le dira jamais assez, c'est d'engager une marchandisation continue de la vie, de l'existence. La technique qui nous parle, ce sont des intérêts qui parlent à notre place. Ce sont des intérêts qui s'imposent à nous, sans requérir notre assentiment ou sans mobiliser notre droit de parole. Ce qui caractérise les systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ce ne sont pas des technologies stables, qu'elles sont en sophistication sans cesse croissante. Donc il y a l'état de la capacité de proférer de ces systèmes en 2023, et il faut nous projeter dans une perspective, disons par exemple à 7 ans, 2030, où la rupture anthropologique sera ô combien manifeste. Et elle prendra quelle figure? Eh bien, c'est que des systèmes décident et parlent à notre place. C'est cela.
Ça me fait rire, mais ça me fait pas rire du tout. C'est une affaire et combien sérieuse. Microsoft veut incorporer ChatGPT à son moteur de recherche Bing. En Chine, un robot d'intelligence artificielle dirige une entreprise. Le mouvement est déjà lancé. Donc ne faut-il pas s'adapter pour encadrer? Que voulez-vous encadrer des systèmes qui se mettent à parler, qui semblent dotés de capacités sans cesse sophistiquées à pouvoir rédiger des textes? L'enjeu, c'est de saisir précisément le modèle civilisationnel qui est à l'œuvre, de saisir ce qui est majoritairement structurant. Et ce qui est majoritairement structurant, c'est que le monde de l'industrie du numérique entretient une haine radicale à l'égard du genre humain, il faut le dire, considéré comme profondément lacunaire, pétri de défauts, et donc des systèmes vont pouvoir racheter tous nos défauts. C'est ça qui est à l'œuvre. Les mots-clés sur Google, ce sera presque l'âge de pierre de la compréhension de nos comportements. Il y a des angles différents, il y a ce qu'on appelle l'informatique émotionnelle, les capteurs que nous portons de plus en plus, et maintenant des systèmes avec lesquels nous dialoguons, auxquels nous demandons d'écrire à notre place, qui introduisent une autre strate d'interprétation de nos comportements, toujours en vue de la même perspective, celle en retour d'orienter individuellement, de façon hyper personnalisée, nos existences du matin au soir, et à des fins principalement commerciales. Que voulez-vous réglementer cela? Que devons-nous dire à ces ingénieurs qui ne cessent de galvauder une notion extrêmement noble qui est celle de l'éthique, mais qu'ils entendent que comme des pare-feux, de vagues pare-feux réglementaires? Nous atteignons un stade où certains systèmes ne doivent pas être réglementés. Nous devons décider individuellement et collectivement dans certains secteurs, de nous en détourner. Je vais vous donner un exemple éloquent. Est-ce que vous vous souvenez des Google Glass en 2012-2013 qui visaient à instaurer un rapport de réalité augmentée à l'égard de notre environnement et de nous donner des informations sur un œil, la dimension futuriste de ces lunettes, l'aspect, le design futuriste, et tout ce que ça supposait en termes de pénétration des comportements, a fait que ça a suscité à l'époque de la grande célébration des technologies numériques, des formes très marquées d'inquiétude. Et les personnes ont commencé à dire, nous n'irons pas dans ça. Et qu'a fait Google? Ils ont reculé. C'est un moment important dans l'histoire des 10 dernières années des développements technologiques. Moi, je pense que relativement à ces systèmes, il faut dire en société, non pas on va les encadrer, non pas on va mettre un peu de, vous savez, comme le sel sur la salade, un peu de soupçon éthique. Non, il s'agit de dire, on n'en veut pas. Dans votre livre, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, sorti en 2018, vous qualifiez l'IA d'anti-humanisme radical. Il n'y a donc rien de sauvable dans l'intelligence artificielle? Évidemment que si. C'est le franchissement de seuil. C'est-à-dire, lorsque l'intelligence artificielle nous permet de fonctionner sans opérer une quelconque atteinte à ma capacité de décision, à ma capacité de jugement, à mon droit naturel à me comporter librement selon mes propres souhaits dans un cadre commun qui est celui de la loi et des règles, alors je n'y vois pas spécialement de problème, bien qu'il y a d'autres problèmes collatéraux. Mais dès que ces systèmes décide d'évacuer mes propres facultés, de les rogner, de les nier, et de faire en sorte que non seulement on les étouffe, mais qu'en plus, ces systèmes décident du cours de nos vies individuelles et collectives, de surcroît à des fins continuellement marchandes, alors là, il n'y a rien à sauver. Il y a juste à dire, je me détourne, et ces systèmes, je n'y aurai pas à faire. Et je veux espérer que massivement en société, car quand c'est une personne ou une poignée de personnes qui s'y opposent, ou en tous les cas qui décident de ne pas y adhérer, ça n'a pas beaucoup de poids. Mais lorsque massivement des personnes disent on n'en veut pas, trop c'est trop, eh bien là ça a des effets. Du point de vue juridico-politique, que faudrait-il faire pour limiter les dangers que vous observez? Il serait temps de mettre en place, à l'échelle nationale, européenne, internationale si possible, des comités sérieux, indépendants, non pas formés d'ingénieurs inféodés au monde de l'industrie numérique ou composés des gourous de l'industrie numérique, d'édifier un comité à la hauteur des enjeux, des comités de bioéthique, par exemple, relativement aux vivants, d'établir un critère fondamental. Dès que ce qui nous constitue le propre de l'humain, c'est-à-dire la capacité à évaluer, à juger, à décider et à parler en première parole, eh bien ces systèmes-là devraient être condamnés par ces comités et avec des argumentations qui devraient être publiées au nom non pas de l'éthique telle que l'entendent les ingénieurs, mais au nom
de la morale, c'est-à-dire d'encourager la meilleure expression de nous-mêmes dans des sociétés libres plurielles et non pas soumis à des systèmes qui continuellement encadrent à des fins principalement marchandes et de vouloir instaurer une société hyper algorithmique et rationalisée de la société, des systèmes qui ne font que répondre à des intérêts privés. Il est temps de mettre un terme à cela et d'arrêter d'imaginer que la régulation a posteriori ou des démarches plus ou moins prudentes ou hygiénistes vont pouvoir nous permettre de composer avec ces systèmes. Non, là, ça atteint un tel seuil qu'il faut savoir de dire, comme Albert Camus dans L'Homme révolté, au-delà de cette frontière, au-delà de cette limite, nous n'irons pas. Et non seulement nous n'irons pas, mais nous nous opposerons à cela.